Bonjour les amis. Eh bien, comme je vous l'avais dit dans la présentation de l'extase de Sainte Thérèse, je voudrais maintenant faire le lien jusqu'à un lien quasiment direct, vous allez le voir, on va le voir ensemble, vers l'exposition d'Ernest Pignot-Ernest, qui s'appelle Extase au pluriel, et qui a été présentée au mois de juillet dans la chapelle des Célestins à Avignon, place des Corps Saints. Vous avouerez que ça ne peut pas être un hasard. Pignot-Ernest y présente des dessins reproduits sur tôle à l'échelle 1:1, dessins de 8 femmes mystiques. Elles sont représentées nues ou en partie dénudées, le corps révulsé, les membres crispés comme tétanisés, figés dans la jouissance sublime de l'extase. Les dessins sont installés au-dessus d'un plan d'eau noire qui les reflète. Je vous avais dit que cette exposition avait amorcé un petit débat avec certains des amis sur justement les choix plastiques de représentation d'Ernest Pignot-Ernest. Alors justement, la question centrale de cette exposition, c'est Pignot-Ernest qui la pose. Comment figurer des corps qui aspirent à se désincarner? Ce corps pourtant si présent, comme le note Thérèse d'Avila elle-même. Est-ce un exutoire d'un corps trop présent, justement, qui ne s'autorise à exister que dans des effractions sublimées, selon l'expression d'André Velter, pour résoudre les contradictions de l'exaltation du désir? Angèle de Foligno, au XIIIe siècle, écrit « En cette connaissance de la croix, il me fut donné un tel feu que, debout près de la croix, je me dépouillai de tous mes vêtements et m'offrit à lui. » Et vous voyez que Ernest Pignot-Ernest choisit de la représenter un petit peu dans l'attitude du crucifié. Tout est contraste, opposition dans ces représentations de ce qu'ont vécu ces femmes dans leur corps et leur âme. Corps maigre, presque désincarné et pourtant sensuel. Posture aboulique ou déjetée. Abandon ou tension des corps, parfois crucifiés, d'autres fois déposés, corps offerts ou retenus. On voit bien ici, par exemple, que Ernest Pignot-Ernest, pour représenter Sainte Thérèse, a repris la proposition du Bernin, que nous avons bien observé récemment. Voici sa proposition de représentation de Marie-Madeleine, et vous voyez qu'il a repris assez fidèlement les propositions du Caravage pour l'extase de Marie-Madeleine. Parmi ces 8 femmes, Hildegarde de Bingen, fondatrice et abbesse d'un monastère en 1136, c'est une femme savante dont le savoir est reconnu de tous, le pape, les hommes politiques, savoir qui lui vient de ses visions, de ses prophéties, de ses extases. Elle a composé beaucoup de musique, notamment les chants de l'extase, des traités de médecine, de diététique, de biologie, de théologie. Elle illustre également ses visions, à côté de ses textes qui les relatent. Et parmi une de ces illustrations, on trouve un homme, bras étendus au centre du cosmos, cherchant à s'élever vers le Créateur. C'est peut-être cela qui a inspiré son choix à Ernest Pignot-Ernest. Vous voyez cette tension vers l'élévation. Comment dire cet infini du désir, de l'angoisse, de la douleur, de la suavité de l'exaltation qui les habitait et toutes les contradictions qui les traversaient, s'interroge encore Ernest Pignot-Ernest. Le rapprochement s'est imposé avec la mise en scène du corps dans l'hystérie, corps féminin exhibé et offert au regard des psychiatres pour leur propre désir et celui des spectateurs, corps mis à nu, lieu du conflit entre les identifications féminines et masculines, corps de la jouissance en soi-même et chez l'autre. Vous voyez ici une toile assez célèbre du peintre Brouillet, intitulée « Une leçon clinique à la Salpêtrière » en 1887.
et le professeur, l'éminent professeur qui est à côté de l'hystérique, et le professeur Charcot qui a été parmi les premiers psychiatres à se pencher sur la folie. L'hystérie est également conflit de désir fait symptôme, vouloir et ne pas vouloir, mais il ne faudrait pas réduire l'extase mystique à cela comme l'a fait la psychiatrie naissante du XIXe siècle et du début du XXe, en l'interprétant comme un désordre du corps et de l'esprit. Un trouble psychique que Charcot et Janet illustreront à travers leurs observations cliniques. En tous les cas, on constate qu'au plus on se rapproche de l'époque moderne, au plus les extatiques sont assimilées à des folles. Louise du Néant, représentée ici par Ernest Pignot-Ernest, a été internée en 1677 à la Salpêtrière. Madame Guyon a été enfermée à la Bastille en 1686. Alors que, nous l'avons vu, Hildegarde de Bingen au XIe siècle, Catherine de Sienne au XIVe, étaient des femmes respectées pour leur compréhension des choses, qui sont même devenues des conseillères auprès des monarques et des papes. Il n'est pas question de l'hystérie dans l'extase réelle dont parle par exemple Hélène Deutsch dans la première moitié du XXe siècle. C'est beaucoup plus complexe et mystérieux. Il s'agit de toute autre chose, d'une expérience qui plonge dans l'inconscient sans qu'une manifestation de symptômes pathologiques puisse être prise en considération. On rejoint plutôt un mouvement archaïque de fusion avec l'objet d'amour, comme le petit enfant avec le premier objet, c'est-à-dire la personne qui tient lieu de mère. Mouvement qui s'exprime, cette fusion s'exprime par un mouvement hors limite. N'oublions pas qu'extase veut dire hors de soi. Un mouvement sans limite du moi, disparition d'une frontière entre soi et Dieu, expérience de la présence absente de Dieu. Si l'hystérique reste pathologiquement dans un conflit non résolu, le mystique se situe plutôt dans une aspiration qui trouve sa résolution dans la jouissance autorisée du corps et de l'âme en Dieu. Il n'y a pas conflit comme dans la névrose, ni clivage comme dans les états psychotiques, mais abandon à une expérience d'un bonheur ineffable où s'efface le soi pour laisser place à Dieu. Romain Rolland, dans sa correspondance avec Freud, parle de cette extension infinie du moi qu'il nomme sentiment océanique. Mais pour atteindre cette fusion, il faut se dépouiller de ces enveloppes terrestres, dont les vêtements sont en quelque sorte le symbole, mais également des apparences, des vanités, des faux-semblants, afin de rejoindre un état premier de dénuement, dénudement. Je voudrais ici remercier René Caès pour son apport dans le domaine de la psychologie et de la psychanalyse autour de cette réflexion. Pignot-Ernest représente chacune de ces femmes dans un espace clos, presque cellulaire, coupé des autres et d'elles-mêmes, comme elles ont vécu chacune cette expérience. Le plan d'eau qui les reflète de manière inversée peut traduire cette double aspiration, ce double à elles-mêmes, cet hors de soi où elles se trouvent en osmose avec soi-même et le divin. Mais faire œuvre de cela supprime l'intimité et donne en spectacle ce qui n'était pas fait pour l'être. L'œuvre est exposée, donnée à voir, que ce soit dans une fonction de dévotion, comme pour la Thérèse du Bernin, ou pour l'acte créatif en lui-même, dans le cas de Pignot-Ernest. Présenter ces extatiques au regard relève du choix et de la libre expression de l'artiste, mais modifie ainsi la nature même de l'expérience, nous mettant en situation de voir ce qui devrait rester invisible. Et de cela, parfois, naît le scandale.